J'avais besoin de l'argent pour demain, ordonna ma fille en me tendant la dette de son mari. 500 000 dollars. Et ne sois pas en retard, ajouta-t-il. Je me suis contenté de sourire. D'accord. 4 heures plus tard, j'étais déjà à l'aéroport. Quand ils arrivèrent pour récupérer l'argent, ils trouvèrent la porte verrouillée et une boîte posée sur la table. En l'ouvrant, ils hurlèrent « Trahison, vengeance, justice, ça commence !» La sonnette retentit 3 fois d'affilée, chaque carillon plus pressant que le précédent. Je reposai mon verre de Bourbon et les rapports trimestriels, sachant déjà qui se trouvait sur mon perron. Par la fenêtre de mon bureau, j'aperçus leur Tesla Model S blanche qui brillait sous les lumières de sécurité. Émilie sonnait toujours ainsi lorsqu'elle avait besoin d'argent. Je traversai le hall en marbre, passant devant les photos de famille qui me semblaient soudain être des reliques d'une autre vie. Émilie a 5 ans, édentée, souriante. Émilie a 18 ans, diplômée du lycée. Émilie a 28 ans, le jour de son mariage. Chaque image me renvoyait à ma propre naïveté. Elle se tenait là, arborant ce sourire forcé qui n'atteignait plus jamais ses yeux. Brandon, derrière elle, fixait son téléphone avec la concentration d'un homme surveillant des actions en bourse. Aucun des deux n'avait l'air heureux d'être là. « Papa !» Émilie se jeta dans mes bras et me serra une seconde de trop. Une étreinte calculée, comme si elle déposait un crédit émotionnel qu'elle pourrait encaisser plus tard. Brandon passa devant moi, sans même un salut, ses chaussures de luxe claquant sur le marbre, tandis qu'il s'installait directement dans mon fauteuil en cuir. Mon fauteuil. Je l'ai suivi jusqu'au salon. Émilie, nerveuse, jouait avec la sangle de son sac à main de créateur, celui de 5 000 dollars que je lui avais offert à Noël dernier. Brandon, déjà installé, avait étalé des documents sur ma table basse comme s'il menait une réunion de conseil d'administration. Émilie, assise au bord du canapé, porta machinalement ses doigts à son collier de perles, celui que je lui avais offert pour ses 30 ans. Elle faisait toujours ce geste quand elle s'apprêtait à demander quelque chose. « Voulez-vous boire quelque chose ? De l'eau, du vin ?» Offris-je par politesse, bien que l'hospitalité soit la dernière chose que j'éprouvais. « Allons droit au but, Rob, » dit Brandon sans lever les yeux de ses papiers. « Nous avons une situation. » Rob. Pas Robert. Même pas un « Monsieur Mitchell ». Je serrai mon verre de Bourbon plus fort et comptai mentalement à rebours à partir de 10. Une vieille technique de gestion de la colère, qui ne marchait plus très bien ces derniers temps. « Papa, tu sais qu'on ne viendrait pas si ce n'était pas absolument nécessaire », lança Émilie d'une voix plus aiguë, un de ces signes révélateurs. « Tu as toujours dit que la famille passait en premier, et nous sommes la famille. » « Qu'est-il advenu de l'investissement immobilier à Round Rock ?» demandai-je d'un ton neutre, même si ma mâchoire se crispait. Brandon leva enfin les yeux, comme si j'avais évoqué des ruines antiques. « Correction du marché, un contretemps temporaire. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est ici. » Émilie fit tourner son alliance autour de son doigt. Celle de sa grand-mère, en réalité, la bague de ma propre mère. C'était son tic quand elle mentait, depuis ses 12 ans, lorsqu'elle niait avoir cassé la porcelaine de Margaret. « Voilà, » commença Émilie, hésita, puis recommença. « Brandon travaille dur sur un nouveau projet, une start-up technologique, très prometteuse, révolutionnaire même. »« Combien ?» l'interrompis-je. Le vieux carillon dans le coin marqua 3 longues secondes de silence. Le parfum cher et envahissant de Brandon se mêlait aux notes de chêne et de vanille de mon Bourbon. Le talon d'Émilie battait nerveusement le marbre comme un métronome. « Ce n'est vraiment pas grand-chose pour quelqu'un de ton patrimoine ?» dit Brandon en se calant dans mon fauteuil. Le cuir gémit sous son poids, un son qui m'avait toujours appartenu, jusqu'à ce soir. 500 000. Il nous faut la somme sur notre compte demain midi. Le sol se mit à tourner légèrement. Ma migraine habituelle, celle qui débutait toujours derrière l'œil gauche en cas de stress, pulsa brutalement. 500 000. Pas 50 000, pas même 100 000. Un demi-million, prononcé avec la désinvolture d'une commande à emporter. C'est... Commençai-je, mais les souvenirs m'assaillirent. Émilie apprenant à faire du vélo au Zilker Park, sa remise de diplôme à UT, le jour de son mariage au Four Seasons. Cette fille avait-elle vraiment existé ? Ou n'avais-je fait que l'imaginer ? Papa,
On ne demanderait pas si on avait une autre option, dit-elle en effleurant ses yeux, sans verser la moindre larme. L'hypothèque, les écoles des enfants. Tu sais combien tout est devenu cher. Je savais. C'était moi qui payais directement leurs écoles privées. 15 000 $ par enfant et par semestre à St. Andrews. Et j'avais aussi couvert la compte de leur maison à Westlake, 200 000 $, il y a 3 ans. Brandon se leva, alla se servir dans mon bar sans demander, et se versa 3 doigts de mon Macallan 25 ans d'âge. Ce ne sont pas des banquiers avec qui nous traitons, Rob. Ce sont des individus sérieux. Je n'aimerais pas que cela affecte ta réputation au country club. Ou dans tes concessions. La menace plana dans l'air comme son parfum, lourde, évidente, écœurante. Ma tension monta. La migraine explosa, me sciant le crâne. Je dus m'agripper à la cheminée pour tenir debout. « Papa, tu es pâle, » dit Émilie. Pas avec inquiétude, mais avec calcul. Elle évaluait ma faiblesse pour en tirer avantage. C'est alors qu'elle prononça les mots qui changèrent tout. Si maman était encore en vie, elle aurait honte de la façon dont tu nous traites. Les mots restèrent suspendus comme une lame. Émilie savait parfaitement ce qu'elle faisait. Margaret et moi étions divorcés depuis 10 ans, mais Émilie utilisait toujours sa mémoire comme arme. Peu importait que Margaret vive heureuse à Houston avec son nouveau mari. Peu importait qu'elle m'ait prévenu des manipulations de notre fille. Dans la version d'Émilie, Margaret était une sainte qui aurait signé un chèque sans poser de questions. « Ta mère, dis-je lentement, vous aurait dit d'aller travailler. » Brandon éclata de rire au bar, tenant toujours mon scotch comme un trophée. « Travailler ? Je suis entrepreneur, Rob. Je crée des emplois. 3 start-up ratées en 5 ans. Un fiasco en crypto-monnaie contre lequel je l'avais pourtant averti. Une société de conseil qui n'avait jamais conseillé personne. J'avais financé chacune de ses lubies, voyant l'argent s'évaporer dans ses illusions de grandeur. « Tu as manqué le récital de Sophie le mois dernier ?» dit soudain Émilie, changeant de stratégie, sa voix tremblant d'un chagrin fin. « Et le tournoi de foot de Max. Mais pour tes rapports trimestriels, tu trouves le temps. » Ces rapports, pensais-je, maintenaient leurs enfants à l'école privée, leur Tesla chargée, leur adresse à Westlake respectable. Mais je ne le dis pas. Je me contentais d'observer les larmes d'Émilie, 2 ruisseaux parfaits de mascara soigneusement mis en scène. « Laisse-moi comprendre, » repris-je en me redressant, malgré la douleur qui battait dans mon crâne. « Vous avez besoin de 500 000 $ demain midi. Pourquoi exactement ?» Brandon et Émilie échangèrent un regard. Celui que les couples mariés perfectionnent au fil des années de mensonges coordonnés. Brandon posa son verre de scotch, revint vers la table basse et commença à mélanger ses papiers, comme s'il distribuait des cartes. « Opportunité immobilière, dit-il. Limitée dans le temps, on ne peut pas rater cette fenêtre. Tu viens de dire que tu as perdu de l'argent dans l'immobilier à Round Rock. » « C'était différent, » grogna-t-il en serrant ses documents à s'en blanchir les phalanges. « Là, c'est de la crypto. » Enfin, je veux dire, c'est du sûr. Le lapsus était minime, mais révélateur. Crypto, pas immobilier. Le même piège qui leur avait coûté 200 000 $ il y a 8 mois. Ma main gauche se mit à trembler. Un nouveau symptôme de ma soixantaine. Je la glissai dans ma poche. Le téléphone d'Émilie vibra. Elle jeta un coup d'œil, tapa rapidement une réponse, puis le posa face contre table. « Papa, nous t'avons soutenu dans tellement d'épreuves, » insista-t-elle. « Quand toi et maman avaient divorcé, qui est-ce resté à tes côtés? Quand l'économie s'est effondrée en 2020, qui a aidé à maintenir les concessions? Tu étais à Cabo tout l'été, lui rappelai-je, et tu le postais chaque jour sur Instagram. Ce n'est pas juste. Le mariage, continuai-je d'énumérer, 100 000. L'acompte de la maison, 200 000. La première start-up de Brandon, 150 000. La deuxième, 80 000. La troisième. Ça, c'est de l'histoire ancienne, m'interrompit Brandon, se levant, tentant d'imposer sa taille comme un atout. On parle de notre avenir. De l'avenir de tes petits-enfants. Ces petits-enfants dont je payais directement la scolarité à St. Andrews. Émilie se leva aussi, serrant son téléphone comme une arme. Elle sortit une photo posée sur la table. Une vieille image de nous deux, à SeaWorld, quand elle avait 7 ans. Elle l'avait amenée exprès, comme un accessoire. Ce ne sont pas de simples dettes, Rob.
insista Brandon en s'approchant. Ce sont des obligations, des gens sérieux, avec des conséquences sérieuses. Demain midi. Sinon, les choses se compliquent pour tout le monde. Ta réputation, tes concessions, ton joli club de golf. Tu es en train de me menacer dans ma propre maison? Ma voix était basse, à peine plus qu'un murmure. On est juste honnête, dit Émilie, mais sa voix vacillait. Elle ne m'avait jamais vu aussi en colère, et pourtant si contrôlée. Papa, s'il te plaît, demain midi. Ce n'est pas négociable. L'air devint suffocant, malgré la climatisation. Ma migraine battait au rythme de mon cœur. Le parfum de Brandon saturait la pièce. Le maquillage d'Émilie avait coulé, dessinant un masque grotesque. Je les regardais. Ma fille devenue étrangère. Son mari, parasite. Le vieux carillon sonna 9 coups. Dehors, Austin poursuivait sa soirée tranquille, inconsciente de la destruction familiale qui se jouait ici. D'accord. Un mot. Plat, fatigué. Émilie prit cela pour une victoire. Elle se précipita pour me serrer, mais je reculai, laissant ses bras tomber dans le vide. Brandon tendit sa main pour une poignée, trop ferme, comme pour imposer une domination qu'il n'avait jamais méritée. « On savait que tu comprendrais », dit Émilie en ramassant son sac et sa photo. « La famille d'abord, n'est-ce pas, papa ?» Ils partirent sans un mot de plus. Brandon posa sa main sur le bas du dos d'Émilie, la guidant comme une mise qu'il venait de gagner au casino. Je restais dans l'embrasure de la porte, regardant leur Tesla s'éloigner dans la nuit. 5 minutes après la disparition de leurs feux arrière, je fis mon premier appel. James Walker décrocha à la 2e sonnerie, malgré l'heure tardive. 25 ans d'amitié et de conseils juridiques l'avaient habitué à mes habitudes. Je n'appelais jamais après 21 heures sans raison grave. Ils ont franchi la ligne, hein? Sa voix ne trahissait aucune surprise, seulement de la résignation. Demain midi, comme si j'étais un distributeur de billets. Ils ont enfin dépassé la limite. Les papiers de transfert de maison sont déjà prêts, répondit James. Ils ne le savent juste pas encore. Émilie n'a jamais été inscrite sur l'acte, rappelle-toi. Tu avais insisté pour garder la maison à ton nom quand tu as payé la compte. Et Margaret ? Demandai-je en revenant dans mon salon, qui me paraissait désormais plus un théâtre qu'une maison. Elle attend ton appel. Elle dit qu'il est grand temps que tu cesses de les entretenir. Je raccrochai et allai droit à mon bureau. La migraine se transforma en une froide lucidité. Mon ordinateur affichait la confirmation d'une réservation vieille de 3 semaines. Villa Las Palmas, Costa Rica, du 17 mars au 17 avril. Initialement, un voyage de retraite anticipé. À présent, il aurait une toute autre utilité. L'ironie ne m'échappait pas. À l'intersection de Bee Cave et Walsh Tarleton, j'hésitais à appeler Margaret, mais je décidai de m'en abstenir. James saurait mener cette conversation mieux que moi. Mopac s'étendait devant moi, presque désert. Je passais devant 3 de mes concessions automobiles. Leur parking était plein d'inventaire, bientôt la responsabilité de Jake. Dans le hall de la succursale principale, ma photo figurait encore sur le mur. Il faudrait la retirer. En approchant de la 5e rue, j'aperçus le bar favori de Brandon, le Velvet Room. C'était là que se réunissaient ses contacts de jeu, là que toute cette catastrophe avait véritablement commencé. Des travaux sur Congress Avenue m'obligèrent à un détour par Second Street. La ville où j'avais bâti mon entreprise depuis 30 ans semblait différente dans l'obscurité de l'aube, comme une scène prête pour une pièce à laquelle je n'assisterais plus. La réunion avec James, le bureau de James, se trouvait au 42e étage de la Frost Bank Tower. À 5h30 du matin, l'immeuble était presque vide, hormis quelques agents de sécurité et des ambitieux obsessionnels. James m'attendait dans la salle de conférence avec Sophia Chen, sa paralégale. Les documents étaient étalés sur la table en acajou avec une précision militaire. Au centre, une boîte de donuts Krispy Kreme, notre tradition pour les gros dossiers depuis 1999. « Tu as l'air étonnamment reposé », observa James en me tendant la procuration. « Première vraie nuit de sommeil depuis des mois », répondis-je en signant avec le stylo plume de mon père, celui qu'Émilie n'avait jamais connu. « Procuration à portée limitée », poursuivit James. « Expiration dans 60 jours. Seulement pour transfert de biens et restructuration financière. Je ne peux pas vendre ces organes, après tout. »
Sa tentative d'humour tomba à plat. Nous savions tous deux que ce qui se passait relevait de la chirurgie nécessaire, pas de la vengeance. Sophia me présenta les documents de propriété avec une efficacité clinique. La partie intéressante, monsieur Mitchell, c'est le timing. Le transfert a été exécuté hier à 16 heures, 3 heures avant leur arrivée chez vous. Depuis, la maison d'Émilie est légalement vôtre. Elle a signé ses papiers en 2020, sans lire plus loin que la deuxième page. L'ironie était parfaite. Pendant qu'Émilie roulait vers chez moi pour exiger de l'argent, elle avait déjà perdu son plus grand atout. Cette maison qu'elle exposait sans cesse sur Instagram, symbole de sa réussite, n'avait jamais été la sienne. Et le gel financier ? Demandai-je. Exécuté à minuit. Compte conjoint bloqué. Carte de crédit suspendue. Scolarité des enfants maintenue en paiement automatique jusqu'en décembre. Nous ne les punissons pas. James sortit alors un autre dossier, plus épais que les précédents. L'option nucléaire, comme convenu. À l'intérieur, transcription des messages d'Émilie à ses amis où elle me traitait de guichet automatique ambulant, trop pathétique pour dire non. Un billet à ordre signé par Brandon en 2023, jurant que c'était la dernière fois. Une clé USB contenant les images de sécurité de la veille, capturant toutes leurs scènes en haute définition. Et enfin, le contrat prénuptial signé par Brandon. Page 47, sous-section 3, une clause d'addiction au jeu. Brandon n'en avait jamais eu connaissance. Son avocat était arrivé ivre à la signature, empestant le bourbon dès 14 heures. Sophia détourna légèrement le regard, mal à l'aise. « Monsieur Mitchell, tout cela est remarquablement exhaustif. 5 ans de préparation, répondis-je. J'espérais ne jamais devoir m'en servir. James sortit ensuite une boîte Amazon identique à celle laissée sur mon porche. Assurance, si elle ne trouve pas la vôtre, celle-ci sera livrée à son bureau lundi, accompagnée de ses photos. Il déposa sur la table des clichés récents. Brandon, au casino, la semaine dernière. Le visage marqué par la perte. Margaret est au courant ? Depuis des mois. Elle a aidé à documenter chaque étape. Elle en a assez d'encourager Émilie, tout comme toi. Et la propriété du Costa Rica ? Achetée via une entité aux îles Caïmans. Intouchable, même si Émilie engage les meilleurs avocats. Je signai le dernier document, la main légèrement tremblante. La résiliation du fonds fiduciaire d'Émilie. 20 années de planification pour son avenir réduite à néant en un trait de plume. James remarqua le tremblement. « Un bourbon ?» proposa-t-il en désignant son tiroir. « Tradition oblige ?»« Non. J'ai besoin d'un esprit clair pour le vol. » À 6 heures précises, je me levai et lui serrai la main. Sa poigne transmettait compréhension, compassion et résolution. Le départ. Dans l'ascenseur, seul, chaque étage descendu marquait une distance supplémentaire avec ma vie d'avant. Au rez-de-chaussée, le voiturier m'attendait, le moteur de ma Bentley déjà ronronnant. Je lui remis un billet de $100 et une enveloppe. Jake Martinez viendra la récupérer lundi. Le jeune homme hocha la tête, intrigué, mais professionnel. Je roulais en direction de l'aéroport, alors que le soleil se levait, illuminant la skyline d'Austin d'un éclat doré. Mon téléphone vibra. Émilie appelait, plus tôt que prévu. Ce serait la dernière fois que j'entendrais cette sonnerie sans choisir d'y répondre. Sur l'US 71, l'aéroport se dessina dans la brume matinale. J'abandonnai la Bentley au voiturier du terminal sud. Tommy, qui garait mes voitures depuis 3 ans, leva les yeux, surpris. « Vol matinal, monsieur Mitchell ? » ?»« Changement de plan. Jake Martinez viendra chercher la voiture lundi. Ces infos sont dans l'enveloppe. Tout va bien, monsieur ? Mieux que depuis des années. Je ne me retournai pas vers la Bentley. Cette voiture avait conduit Émilie à son mariage, Brandon à d'innombrables bars et moi à des retraits d'ATM sans fin. Qu'en fasse ce qu'il voulait, Jake ? Au comptoir de première classe, Michel me reconnut immédiatement. « Costa Rica aujourd'hui, monsieur Mitchell ? Vous êtes sur le vol de 6h45 pour San José. » Exact. 2 bagages enregistrés, un bagage cabine. Je gardais le plus précieux près de moi. Documents, médicaments, ordinateur portable et quelques photos. Avant de partir, je remis à Michel une enveloppe scellée. Une faveur. Plus tard, une certaine Emily Carter viendra probablement demander après moi.
Vérifiez son identité et donnez-lui ceci. À l'intérieur, la clé d'un box de stockage. Il contenait 20 ans de souvenirs d'enfance d'Émilie que j'avais préservés. Elle seule déciderait si ces mémoires valaient davantage que l'argent perdu. Le vol. Les contrôles de sécurité se déroulèrent avec la banalité rituelle. Ceinture enlevée, chaussures dans le bac. Tout semblait irréel. À la porte 14, je commandai un café. Grande aujourd'hui, dis-je à la barista. Occasion spéciale. J'éteignis mon téléphone. 12 appels manqués, 14 messages, 2 messages vocaux. Je supprimai tout, retirai la carte SIM, la jetai à la poubelle. Quand on annonça l'embarquement du vol 447 pour Sainte-Rosée, je sentis mes épaules s'alléger. À 7h05, la porte se referma avec un souffle pneumatique. À 7h15, les moteurs rugirent. Austin rétrécissait sous mes yeux. À mes côtés, Margaret s'installa calmement. Designer bagages à la main, le même air posé que lors de notre divorce. « James m'a appelé, dit-elle simplement. Je pensais que tu aurais besoin de renfort. Ce n'est plus ton combat. Pas depuis 10 ans, non. Mais elle reste ma fille. Quelqu'un doit être là quand elle atterrira. » Je restai silencieux. La porte se ferma. Le destin était scellé. À midi pile, quand Émilie attendrait son demi-million, je serais au-dessus de la mer des Caraïbes, dégustant un ceviche avec Margaret. Ni vengeance, ni fuite, juste justice. J'appris la suite des événements, comme j'avais appris la plupart des choses concernant la vie d'Émilie. De seconde main, à travers des caméras de sécurité et des témoins. Un père observant l'existence de sa fille comme un documentaire qu'il ne pouvait pas éteindre. 3 jours plus tard, James m'envoya les enregistrements depuis son bureau. Je les visionnais sur mon ordinateur portable, installé sur le balcon de ma maison au Costa Rica, le bruit des vagues du Pacifique servant de bande-son à la débâcle de ma fille. Le timestamp affichait 12h00 le samedi, l'exact moment où James confirmait par message que le transfert de propriété de la maison avait été enregistré. Tandis que je commandais un ceviche au restaurant de plage, Émilie roulait vers mon ancienne maison, persuadée d'y recevoir une nouvelle manne d'argent. L'arrivée d'Émilie et Brandon. À 11h30, Émilie avait quitté sa résidence. Sa Mercedes blanche entra dans mon allée à 12h15 précise. Brandon consultait son téléphone, suivant les résultats de matchs de basket, planifiant sans doute son prochain pari avec ce qu'il croyait être mon argent. Émilie, elle, se refaisait une beauté dans le miroir. Le même rouge à lèvres qu'elle portait pour demander sa première voiture à 16 ans, son mariage à 28, et, hier encore, son demi-million à 35. Ils s'approchèrent de la porte comme s'ils étaient chez eux. Brandon portait une mallette Hermès vide, 12 000 $, achetée grâce à un de mes prêts en janvier. Vide, elle n'attendait que le cash qui ne viendrait jamais. Émilie sonna à 12h16. Une fois, 10 secondes d'attente, puis une deuxième fois, plus longue. Brandon colla ses mains aux vitres, tentant de voir à l'intérieur. « Sa voiture n'est pas là, grogna-t-il. « Il en a 5, répliqua Émilie, agacée. Elle remarqua les lumières, restées sur minuterie. Peut-être qu'il est parti retirer de l'argent. Tu avais dit midi. Il n'est que 12h05. À 12h18, elle essaya ses clés. Mais la serrure avait été changée à l'aube, 3 heures après mon départ. La confusion marqua son visage. C'est alors que Brandon vit la boîte. Une simple boîte Amazon posée sur la table du porche. En majuscules noires, mon écriture. Émilie. Le contenu de la boîte Émilie l'ouvrit nonchalamment, sans se douter. Peut-être pensait-elle à un cadeau en retard, ou à une tentative de réconciliation. Le premier document qu'elle sortit fut l'acte de propriété de la maison. Son visage se transforma en accéléré. Confusion, incrédulité, puis horreur. 3 secondes suffirent. Elle lâcha le papier que Brandon rattrapa au vol. « Qu'est-ce que ça veut dire que c'est à son nom » cria-t-il. Vint ensuite un épais classeur. Chaque paiement, chaque prêt, chaque cadeau, tout consigné, totalisant 1,3 million de dollars sur 8 ans, sans même compter la maison. Les photographies apparurent ensuite. Brandon au Palms Casino, la semaine précédente. Le timestamp, précis, montrait ses pertes.
puis le billet à ordre qu'il avait signé, promettant que décembre serait la dernière fois. Enfin, les captures de messages d'Émilie à ses amis. Papa est trop pathétique pour dire non. Il cédera toujours. J'y ai droit plus que lui. À 12h23, son téléphone vibra. Première notification, carte refusée, puis une deuxième, puis une troisième. Amex, Chase, Nordstrom. Toutes annulées à minuit, pendant son sommeil. Brandon tenta d'appeler son bookmaker. Refus net. Plus de crédit, seulement du cash. Émilie s'effondra sur les marches du porche, sa robe de créateur froissée contre le béton. Elle finit par découvrir la clé USB. Tremblante, elle la connecta à son téléphone. Sa propre voix résonna, amplifiée par le haut-parleur. « Prends ce qu'il te donne, il est trop pathétique pour refuser. » Puis celle de Brandon. « Ce ne sont pas des banquiers, Rob. Ce sont des types sérieux. » Le dernier document était le contrat prénuptial. Page 47. Clause sur l'addiction au jeu. Dépassement du seuil de 50 000 $. Confiscation immédiate des biens conjugaux. Brandon l'avait franchi 3 ans auparavant. À 12h27, furieux, il jeta sa mallette Hermès contre la porte. La poignée se brisa. Émilie éclata en sanglots. Pas les pleurs calculés de la veille, mais de vrais sanglots, bruts, désespérés. La chute, à 12h28, Madame Chen, ma voisine de 15 ans, intervint, téléphone en main. « Je préviens la police si vous ne partez pas. »« C'est la maison de mon père » hurla Émilie, le mascara coulant sur ses joues. « Plus maintenant » répliqua Madame Chen. « Il m'a envoyé l'avis de transfert ce matin. Vous êtes en train de vous introduire chez autrui. » Brandon, furieux, retourna à la voiture, laissant Émilie ramasser les papiers éparpillés. Une partie resta sur place, dispersée par le vent. La Mercedes démarra en trombe, laissant des traces de pneus sur mon allée. À ce moment-là, 12h30 tapantes, je portais un toast sur une plage du Costa Rica. Le serveur m'avait demandé « Vous célébrez quelque chose ? Un diplôme peut-être ?»« Oui, répondis-je. Celui de mon enfant. » Il sourit, croyant à une réussite universitaire. Je ne rectifiais pas. L'écho de la débâcle. Les jours suivants, James me rapporta les scènes que je n'avais pas vues. Émilie, revenue avec un serrurier qui refusa d'ouvrir en voyant les documents de propriété. Émilie, essayant d'escalader la clôture, arrêtée par la société de sécurité. La police lui délivrant un avertissement pour intrusion. Brandon disparut. Son frère l'accueillit à Dallas. Le divorce fut entamé dans la foulée. Émilie, elle, resta seule, confrontée à ses propres mensonges. 3 jours plus tard, James me demanda si je voulais voir l'intégralité des enregistrements. Je secouai la tête, regardant les pélicans plongés dans les vagues. Non, les cris que j'ai endurés 5 ans durant se sont enfin tus. Mes journées au Costa Rica trouvèrent bientôt un rythme que j'avais oublié. Lever du soleil avec les singes hurleurs. Café face au Pacifique. Nage matinale dans une eau si claire que je voyais mes pieds. Déjeuner chez Manuel, au bar de plage, où personne n'avait entendu parler de concessions automobiles ni de filles ingrates. Les enfants du village m'appelaient Roberto El Rico, Robert le Riche. J'échangeais des leçons d'anglais contre des cours d'espagnol improvisés. Leurs parents m'invitaient à dîner, à parler de pêche, de football, de météo. Jamais d'argent, jamais d'affaires. Personne ne demandait rien, sauf de passer le sel. Margaret s'était mise à la peinture. Ces marines étaient affreuses, mais nous en rions de bon cœur. Nous n'avions pas ri ensemble depuis qu'Émilie avait 16 ans, l'âge où elle avait commencé à nous voir comme des ressources plutôt que comme des parents. Ce n'était pas romantique entre nous. Cette flamme s'était éteinte depuis longtemps, mais paisible, comme 2 survivants partageant le même radeau après un naufrage. Mon médecin à San José s'en étonna. Tension artérielle réduite de 30 points. 20 kilos en moins, sans régime. 3 médicaments arrêtés. « Qu'est-ce qui a changé ?» demanda-t-il dans son anglais à l'accent roulé. « Tout, rien. J'ai cessé de financer la vie des autres pour commencer à vivre la mienne. » Brandon disparu. Émilie au sol. Le 25 avril, TMZ publia l'article « Homme d'affaires texan porté disparu aperçu au Mexique ». Photo floue de Brandon derrière un comptoir de location de voitures à Juarez. 10 kilos de moins, plus d'alliance.
extradition improbable pour dette civile. Émilie commenta simplement « Bon débarras ». Le 27 avril, elle ouvrit enfin le box de l'aéroport. À l'intérieur, des albums photos d'enfance qu'elle croyait perdus, les bijoux de sa grand-mère, une obligation de 50 000 $ à son nom, à maturité dans 1 an. Et un mot, de ma main, pour le jour où tu te rappelleras qui tu étais, avant que l'argent ne compte plus que tout. Papa, le 28 avril, un email arriva chez James, destiné à moi. Monsieur Walker, dites à mon père que j'ai trouvé le box. J'ai compris. Je suis désolé. Je travaille chez Nordstrom. Je survis. Peut-être que c'est ça, la leçon. Ne lui dites pas que je demande, mais... Est-il heureux? Émilie. Assis au coucher du soleil, sur la plage, Margaret à mes côtés, j'appelais James. Réponds-lui oui, dis-lui que je suis heureux. Et ajoute, l'obligation, c'était l'idée de sa mère. Autre chose? Oui, dis-lui que je serai là quand elle voudra venir me voir. Mais qu'elle paiera son billet. Les débuts de la reconstruction. Les semaines suivantes, Émilie descendit toujours plus bas. Expulsée de son appartement, elle loua un studio au-dessus d'une taqueria. 40 Melittewarthma, climatisation vacillante, linge à laver dans une cave humide. 700 $ par mois, cash only. Premier emploi, vendeuse chez Nordstrom. 15 $ de l'heure, plus commission. Ironie, dans la même enseigne où elle avait jadis dépensé des fortunes sans compter. Deuxième emploi, serveuse de nuit au Denny's. 11 $ de l'heure, plus pourboire. Le même Denny's où, 2 ans plus tôt, elle avait humilié un manager pour des œufs froids. Son emploi du temps devint mécanique. Nordstrom de 6 h à 14 h. Sommeil de 15 h à 22 h. Denny's de 23 h à 7 h. Dimanche pour la lessive et les courses. Riz, haricots, poulet bas de gamme. Margaret lui rendit visite. Elle me décrivit une Émilie amaigrie, les joues creusées, mais les yeux différents. Dans son studio, un seul cadre au mur. Une photo de sa remise de diplôme, moi souriant à ses côtés. « Je sais que tu as aidé ton père à planifier tout ça, » dit Émilie à Margaret. « Oui, je t'ai détesté pour ça. Et maintenant? Maintenant, je suis trop fatiguée pour haïr. » Margaret lui parla de l'obligation, du plancher que nous avions prévu. « C'est le fond, ça ?» demanda Émilie. « Non, le fond, c'est quand tu arrêtes de blâmer les autres. » Émilie baissa les yeux. « J'ai été une fille terrible. » « Non, une fille gâtée. Ça, on peut en guérir. » Les premiers signes de changement. Le 31 mai, à la sortie de son service, Émilie s'assit dans sa Honda d'occasion. La caméra du parking la montra en train de compter 300 $ de pourboire. Elle éclata en sanglots. Pas les larmes de manipulation que je connaissais, mais quelque chose de brut, d'authentique. Elle écrivit un SMS non envoyé. « Papa, j'ai gagné 300 $ toute seule ce soir. Je sais que tu ne verras jamais ce message. Mais je voulais que tu saches. Je commence à comprendre. » Puis elle l'effaça. Pendant ce temps, moi, je donnais des cours d'anglais dans l'école du village. Les enfants m'appelaient Maestro Roberto. Margaret vendait ses toiles naïves aux touristes pour 20 $, reversant l'argent à l'école. Nous mangions du riz, du poisson, des bananes plantains. Mieux que n'importe quel repas de club huppé. James, de son côté, continuait à m'envoyer des mises à jour. Elle travaille. Elle survit. Cesse de la surveiller, répondis-je un soir. Elle doit le faire seule désormais. La lettre le 10 juin, Émilie trouva dans sa boîte aux lettres une enveloppe à cachet costaricain. Elle l'ouvrit dans l'escalier, incapable d'attendre. 3 pages, de ma main. Émilie, j'écris cela depuis une plage. Une petite fille d'ici me rappelle toi à 7 ans. Curieuse, intrépide, exigeant que le monde se plie à sa volonté. Mais elle est aussi reconnaissante. Je ne t'en veux pas d'être devenu ce que tu es devenu. C'est moi qui t'ai façonné ainsi. Chaque fois que tu pleurais, j'écrivais un chèque. Chaque fois que tu exigeais, je cédais. Je croyais aimer, mais je te brisais. On me dit que tu travailles maintenant 2 emplois. Bien. Le travail enseigne ce que l'héritage n'enseigne jamais. Chaque dollar gagné pèse d'un poids que mes cadeaux n'avaient pas. Je n'ai pas l'intention de redevenir l'homme que j'étais, un chéquier avec un cœur qui bat.
Mais peut-être reviendrai-je rencontrer celle que tu deviens. Le bon que tu as trouvé était l'idée de ta mère. Il arrivera à maturité en 2026. Alors, tu sauras si tu as appris à vivre sans attendre d'être sauvé ou si tu attends toujours. Je t'aime, mais l'amour sans respect n'est que pitié. Gagne mon respect, Émilie. Mais surtout, gagne le tien. P.S. Ta grand-mère était serveuse lorsqu'elle rencontra ton grand-père. Tu ne l'as jamais su. J'avais honte de te le dire. Aujourd'hui, j'ai honte d'avoir eu honte. Émilie porta cette lettre sur elle toute la semaine, la relisant en pause, pleurant dans les toilettes. Pas des pleurs de rage, mais de quelque chose de plus profond. La rencontre. Le 15 août 2025, je pris l'avion pour Austin. 5 mois s'étaient écoulés, mais j'avais l'impression d'avoir vieilli de 5 ans, ou plutôt d'avoir enfin rajeuni. Je me rendis discrètement à Nordstrom, Barton Creek Mall. À 16 heures, je la vis. Émilie, accroupie pour ajuster des chaussures à une vieille dame. Patiente, douce. L'Émilie d'autrefois aurait envoyé une vendeuse subalterne. Je m'approchai comme un client lambda. « Excusez-moi, je cherche des chaussures de marche confortables. » Elle se retourna, figea. Sa bouche s'entr'ouvrit. « Papa ?»« Bonjour, Émilie. » Un silence tendu. Puis elle éclata d'un rire léger. « Toi, acheter tes propres vêtements chez Nordstrom. Tu n'as pas fait ça depuis 20 ans. Les temps changent. » Oui, moi aussi. À 18 heures, son service terminé, je l'accompagnais dans son studio. L'appartement était minuscule, mais propre, ordonné. Sur le mur, notre photo de sa remise de diplôme. Sur une étagère, ma lettre, bien en évidence. Nous cuisinâmes des pâtes avec les quelques provisions qu'elle avait. Simple, meilleur qu'un dîner au club. « Je t'ai haï, » dit-elle soudain. « Je sais, vraiment haï. J'ai souhaité ta mort. Je sais. Comment as-tu pu me laisser sans rien ? Comment aurais-je pu continuer à tout te donner ? Ça te détruisait. Ça nous détruisait. » Silence. Pas pesant, mais nécessaire. La proposition. Avant qu'elle ne reparte travailler, je sortis une enveloppe. Ce n'est pas un sauvetage, c'est un investissement. À l'intérieur, un chèque de 5 000 $ et un contrat. Un projet. De l'éducation financière pour les jeunes. Qui mieux que toi pour leur enseigner la valeur de l'argent ? Tu as connu les deux extrêmes. Elle lut attentivement. Salaire honnête, progression au mérite, licenciement possible. Pas de privilège parce qu'elle était ma fille. Et si j'échoue ? Alors je te licencie. Et si je réussis ? Alors tu auras réussi. Pas moi pour toi pour toi-même. Elle me serra dans ses bras. Le premier vrai câlin en années. 1 mois plus tard, elle accepta. Garde cependant son job au Denny's le week-end. Au cas où... Intelligente. Premier atelier, 12 participants. 1 an plus tard, elle intervenait dans des universités. 2 ans plus tard, elle écrivait des programmes pour des lycées. L'obligation arriva à maturité en 2026. Elle ne la toucha pas pour se sauver. Elle l'utilisa en apport pour acheter sa maison, avec ses propres économies. Brandon, lui, ne revint jamais. On dit qu'il s'était remarié avec une riche veuve à Cancun. Le cycle se répétait. Pas notre problème. Épilogue, Thanksgiving, 2025. Émilie nous invita dans son studio. Margaret apporta les plats, moi le vin. Nous mangeâmes assis par terre autour d'une table basse. Émilie leva son verre d'eau. « À la famille. »« Aux leçons apprises, » ajouta Margaret. « Au nouveau départ, » conclus-je. Nos verres s'entrechoquèrent, plastique et verre mêlés. Un moment parfait, imparfait. La fortune que j'avais passé ma vie à bâtir ne valait rien comparé à la richesse de cette pièce. Le respect retrouvé de ma fille. Non hérité, gagné. Et la certitude que, parfois, le plus grand cadeau que l'on puisse offrir à quelqu'un est la chance de se sauver lui-même.